Loi Noël Chani, Yibisanganan. Apparemment, loi n'est pas loi, il y a plus de batterie de pèse. Mais bien de batterie de pèse, vous avez une loi. Apparemment, la loi en question, c'est que nous allons faire Katumbi. Non, il est congolais. Mais l'homme congolais, il n'est pas congolais d'origine, il est congolais par la nationalité congolaise. Sa mère n'est pas congolaise. Son père n'était pas congolais. Comme toi, nous avons un fils du pays, le fils du sang, des ancêtres. Il a pris les volants et les choses commencent à aller. Le train est en marche. Nous voulons réorganiser les choses. Bonjour très chers téléspectateurs. Nous voici à nouveau pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, dans notre émission Tolobela, nous avons reçu un nouveau invité que vous avez envoyé 2 SMS, que vous avez beaucoup parlé à propos de notre honorable monsieur Michael Mukebai. Et nous sommes chez notre honorable pour un peu en parler sur 2 points qui essaient un peu de ranger notre nation, de connaître un peu plus quel est le problème, pourquoi on ne voit plus notre honorable. On attend que notre honorable est ceci, il est peut-être. Mais nous avons reçu notre honorable Michael Mukebai pour plus de précision. Et maintenant, sur notre plateau, nous avons l'honorable Michael Mukebai. Bonjour, honorable. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, Dieu garde ses enfants, comme j'ai l'habitude de dire. Merci, honorable. Et de l'autre côté, nous avons notre invité, au nom de Pascalus Kavolo. C'est c'est l'un des présidents de parlementaires debout de l'UDPS. Bonjour, papa Pascalus. Bonjour, mon frère Joël. Merci, papa. Nous allons débuter, avant de commencer, précisément avec notre honorable. Honorable, il y a eu un temps qu'on a entendu que vous étiez arrêté. Votre avis, c'était réel ou bien c'était juste un coup? Ouais, je voudrais d'abord dire toute ma satisfaction à travers votre déplacement prochainement, de m'adresser à travers votre média à un groupe important, les parlementaires au début, qui vont me suivre, d'autant que il y a un sujet très important que nous allons évoquer ici, sujet dans lequel ils sont très impliqués, à savoir le marché central. Et je vais commencer par dire aux millions de parlementaires qui debout qui vont me suivre, peut-être qu'ils ne connaissent pas assez bien mon passé. Moi, je suis un ancien parlementaire. Moi, j'ai été très actif à l'UDPS dans ma jeunesse, au début de la démocratisation des années 90. Nous étions là à former des piquets tous les jours au siège. À l'époque, les sièges, c'était sur 12e, c'était pas 10e. À la résidence de Kibassa, Maliba, qui est aujourd'hui le siège de l'autre UDPS. C'était là le siège du parti. Nous étions là chaque matin. Et chaque fois qu'il y avait un discours le soir qui nous énervait, à 5 heures, nous étions là, barricadés, le boulevard Lumumba, c'est des suites caillassées. Voilà, un peu ça. Nous avons fait tout ça, donc qu'ils sachent que je suis fier du combat qu'ils mènent. C'est un combat minimisé par certains, mais il s'agit d'un groupe de pression pour lequel j'ai beaucoup d'admiration du fait qu'il a évolué. Le fait que ce groupe en arrive même à redresser quelquefois la barre au niveau du parti. Du fait que ce groupe-là reste très attaché, et je les sens et je le vois chaque jour aux idéaux qu'a défendu les vénérés Étienne Tshisekedi. Donc je me devais d'abord de faire cette fière chandelle aux parlementaires de nous. Bon, oui, il y a un procès contre l'honorable Mukebai. Le gentillet Lobila a décidé d'aller en justice contre moi. Bon, j'attends. Il a décidé d'aller en justice. Je l'ai interpellé pour qu'il vienne répondre à ma question orale avec débat. Il a trouvé des excuses, il a trouvé des dilatoires.
Et nous en sommes aujourd'hui là, nous sommes pendant les vacances, et vraisemblablement aidés par certaines forces au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a échappé, mais il y répondra un jour. En tout cas, à la prochaine session, il y répondra. Pour décrédibiliser mon initiative, me décrédibiliser personnellement, les officines chez Ngobila ont monté des captures d'écran contre ma personne. Des captures d'écran qui laissaient croire que j'avais négocié avec son DIRCAP pour échanger ma motion orale avec une voiture, avec de l'argent. Ces captures d'écran avaient été relayées par des membres du cabinet. Des preuves sont là. Les gens les ont vus relayer ces captures d'écran dans les réseaux sociaux. Ils les ont vus relayer ces captures d'écran. Les preuves sont bel et bien là. Alors donc, pour me décrédibiliser, ces captures d'écran étaient montées. J'ai dû me défendre. Et dans ma défense, j'ai bien dit que ces captures d'écran étaient l'œuvre du cabinet médical. J'étais lui le maître d'orchestre derrière ces captures. Pendant 4 jours, je me suis époumoné à dénoncer ces captures d'écran. 4 jours, l'honneur de Ngobila était mis en cause, celui de son DIRCAP, celui de son cabinet. Silence radio du côté du cabinet Ngobila, alors qu'on se met en cause dans une affaire de corruption. Ils se taisent, ils disent rien, ils cautionnent. 4 jours, la connivence est claire. Elle est là. 4 jours, M. Freddy Bonzeke est cité. Non, il ne dément pas. 4 jours. C'était un lundi, il y a eu mardi, il y a eu mercredi, jeudi. C'est au 5e jour, quand ils se rendent compte que ça se retourne contre eux, que finalement Freddy Bonzeke s'exprime dans un média pour faire une mise au point comme quoi qu'il ne me connaît pas. Ce que je n'avais pas arrêté de dire depuis le début. Au 5e jour, qu'il vient démentir, vous voyez que la connivence, elle est là. Bon, alors, puisque je fais face à une puissance d'argent, la puissance d'argent décide, dit, monsieur, je vais vous démontrer que moi je suis riche. Et on cherche à instrumentaliser la justice. On tente de l'instrumentaliser. Je ne crois pas que la justice se prêtera à ce jeu-là. Et je suis disposé à répondre. Voilà. Merci, honorable. Mais, honorable, avez-vous un problème avec Godem Poye Ngobila? Oui, j'ai un problème avec vous. Lequel? Mais la gestion de la ville. Mais il est mal géré, vous voulez que je n'en fasse pas un problème? Si, un problème. Vous dites, moi, un jour d'aujourd'hui, ce combat n'est pas porté que par Moukébaï. Même la question orale avec débat que j'ai présentée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, elle n'est pas l'œuvre personnelle de Moukébaï, elle est l'œuvre d'un groupe de députés provinciaux de Kinshasa, dans le cadre de l'Union sacrée. Une douzaine de députés m'ont fait leur porte-voix en ce qui concerne. On fait de moi leur porte-voix en ce qui concerne cette question orale. Peter Kazadi, Magwa Kabemba, Rifin Bayamoudina, Jérémy Kala. Ce n'est pas l'affaire de Moukébaï. Vous avez suivi dernièrement notre prise de position. Nous dénoncions ce qui se passe dans la vie. Ce n'était pas la déclaration de Moukébaï à lui seul. C'est la douzaine des députés provinciaux membres de l'Union sacrée. Nous l'avons fait chez le président Bahati, qui nous a reçus en audience. Ce n'est pas moi. Arrêtez de personnaliser. Mais si vous voulez me poser la question, s'il y a un problème, je dis oui. Mais ce n'est pas un problème personnel. La ville est mal gérée, et l'Assemblée provinciale est aux ordres. Elle est à la solde de l'hôtel de ville. C'est inacceptable. Moi, je suis comptable devant mes électeurs. La question me sera posée en 2023. Les autres députés, Gary Ambo de l'UDPS, Jacob Rout, l'UDPS aussi, Thérèse Massengo, tous ces députés-là se disent, mais nous allons répondre. Alors, il faut le faire aujourd'hui. Il s'agit d'un combat pour obtenir un changement. Le changement qui a été opéré au niveau national, je salue au passage le courage dont a fait montre le chef de l'État. C'était pas facile de rompre avec Joseph Kabila. Pas facile, il y avait beaucoup de pesanteurs, de menaces, et même physiques sur sa personne. Il l'a fait. Mais, dommage que ces changements n'ont pas été suivis de conséquences au niveau de la ville de Kinshasa. Au niveau de la ville de Kinshasa,
Donc, en réalité, rien n'a changé. En tout cas, en ce qui concerne la gestion. Nous étions, et même aussi, les forces en présence, nous étions dans une configuration où c'est les FCC qui étaient majoritaires à l'Assemblée provinciale. Mais FCC majoritaire, en réalité, au sein du groupe appelé Dynamique Ngobila. Et ce groupe Dynamique Ngobila a fait obstacle, avec bien sûr la contribution, le concours de lui-même, Jean-Théné Ngobila, ce groupe a fait obstacle pour que l'Assemblée provinciale, la majorité ne bascule pas dans l'union sacrée. Ngobila a gardé, conservé cette majorité. Il redoute la majorité union sacrée parce qu'elle, elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Lui n'est pas dedans. Il est union sacrée par proclamation. C'est une proclamation de foi. Mais dans les actes qu'il pose, rien. Vous prenez simplement un exemple, le marché central. Ça, c'est pas façon union sacrée. Ça, c'est façon Ngobila. Donc, ça n'a pas changé. La majorité est toujours contrôlée par cette dynamique Ngobila. Et donc, nous voulons, nous battons pour faire basculer les choses, pour qu'on arrive à imposer la majorité union sacrée. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du chef de l'État. C'est l'affaire de tous les leaders de l'Union sacrée que d'ailleurs nous avons tous saisi. Le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi, nous avons tous saisi via un mémo. Et nous leur avons adressé des demandes d'audience pour qu'ils nous écoutent sur cette question. Nous avons formé la même demande à l'endroit du président du Sénat, quitte à ce qu'il la transmette au chef de l'État. Et nous restons donc dans l'attente qu'on nous réponde là-dessus. Il s'agit d'un combat pour une amélioration qualitative de la vie des Quinois. Je vais vous donner des exemples sur ce qui, en ce qui concerne cette gestion. L'année passée, par exemple, l'année dernière, la coopération chinoise a débloqué 5 millions de dollars via le ministère national du plan. 5 millions de dollars pour la construction de forages dans la ville de Kinshasa. De l'argent géré au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa. Avez-vous vu un seul forage construit? Pas un seul. 5 millions, ça vous vaut combien de forages? Des centaines de forages. Et vous savez que parmi les défis majeurs auxquels le chef de l'État doit répondre, auxquels la majorité union sacrée doit répondre, il y a l'eau. Donc Ngobila nous a privé l'occasion de pouvoir donner de l'eau à des millions de Quinois. Il nous a privé cette occasion-là. Nous aurions accompli un grand pas avec ces 5 millions de dollars. Je vous donne un autre exemple. Mais les carrières que vous voyez au bord du fleuve, carrières Carigrèce, carrières chez les Chinois et tout ça, mais ces carrières réservent chaque jour un quota de 460 tonnes de caillasse, moellons, sable et autres, tout venant à la ville. 460 tonnes. 460 tonnes, ça signifie 30 camions de 20 tonnes chaque jour. Où vont ces moellons? Où vont ces caillasses? Ces caillasses sont distribuées à des amis. Vous êtes député provincial, député national, vous êtes dans les bonnes grâces de l'hôtel de ville, vous faites la demande, on vous donne 10 tonnes, 20 tonnes et des camions. Et c'est comme ça que vous voyez partout dans la ville de Kinshasa, les députés jeter les caillasses. Ah, député, moi je m'abandonne. C'est ça, c'est des caillasses de la ville. C'est un quota à la ville. Vous êtes dans les bonnes grâces de l'hôtel de ville, vous avez un chantier, il suffit d'un appel, vous recevez 30 tonnes, 40 tonnes. Pouvez-vous vous imaginer ce que nous pouvons faire avec 460 tonnes de caillasses sur Molon, le quota de la ville, quota journalier? Regardez l'état de nos routes. Je ne dis pas que ça suffit pour construire des routes partout, mais ça nous permet de viabiliser certaines voies, rien qu'avec des caillasses et des moellons. Oui. Quitte à peut-être espérer plus tard moderniser ces routes-là, les mettre au standard. Ok? Mais voyez-vous ce que nous pouvons faire? Les exemples sont légion. Je peux en citer infiniment. Et ça demande qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous mobilisions pour obtenir ce changement. Il s'agit d'une interpellation. C'est ce que je dis. Une interpellation au chef de l'État. Une interpellation à nous tous. Aux parlementaires des millions qui vont nous suivre. À nous tous pour que nous nous impliquions.
Parce que nous allons répondre tous ensemble en 2023. Nous répondons devant le Québec. Donc c'est cela, l'essence de ce combat-là. Donc ce n'est pas un problème personnel, même si c'était un point ainsi. J'ai jamais eu des litiges personnels avec Godin Poyi. De toute façon, quand je l'appelle, il me prend. Autant que s'il m'appelle, il est président de l'Assemblée, moi je suis député. Donc je suis obligé d'entretenir de bons rapports avec lui. Mais le reste, c'est notre mandat. Ce sont des obligations liées aux électeurs. Quand ça ne marche pas, je suis en devoir. Je suis bien obligé d'élever la voix. Quand ça ne marche pas, la dynamique Union Sacrée, la douzaine de députés, c'est le reste. C'est normal. Il faut inscrire ça dans le cadre de nos missions, de notre travail. Et non le prendre pour un conflit personnel. Donc, il ne s'agit pas d'un conflit personnel. Merci, monsieur l'honorable Michael Mukibai. L'honorable, d'où en êtes-nous avec le dossier marché Ça, marché central. Ça, au jour d'aujourd'hui, je me livre à cœur ouvert. Je vais m'adresser au chef de l'État, aux parlementaires de l'Union. Il faut oublier le marché central. Je l'ai dit, monsieur le président de la République, il faut oublier les marchés centraux. Comment ça, honorable? Tant que Gentilly est gouverneur, il n'y a plus rien à faire sur le marché central. Premier problème, monsieur le président de la République, je m'adresse à vous, au jour d'aujourd'hui, à cœur ouvert, monsieur le président de la République. Il y a un litige pendant sur le marché central. Et c'est ces litiges qui bloquent tout. Je vais passer aussi à d'autres raisons. Sur ce marché central, il y avait des magasins de Hassan Mourad. Des magasins que Gentilly avait à un moment donné fermés et résilié unilatéralement le contrat. Il a raison. Il avait raison. Le contrat est léonin. Si c'est un contrat en faveur de Hassan Mourad, au détriment de la ville de Kinshasa. Contrat léonin, oui. Mais vous ne pouvez pas les résilier unilatéralement. La convention elle-même prévoit les dispositions, les mécanismes de résiliation. Gentilly a résilié ce contrat en appuiant sur ces dispositions-là. Et Hassan est parti en justice. Conseil d'État, il a obtenu. Cour d'appel, il a obtenu gain de cause. Gentilly Ngobila, la ville de Kinshasa, est allée en appel. Conseil d'État, encore gain de cause en faveur d'Hassan Mourad. Donc Hassan dispose d'un jugement du Conseil d'État de la République démocratique du Congo qui le rétablit dans ce droit. Et il avait réouvert ces magasins. Et ces magasins ont, au jour d'aujourd'hui, été démolis. Donc, cette démolition enfreint, viole le jugement du Conseil d'État. Ça, c'est légal, hein? Ça, il n'y a pas à dire on prend parti pour tel. Ça, c'est légal, c'est la loi. Ok, maintenant, tout partenaire qui débarque à Kinshasa, auquel on propose le marché central pour y ériger un projet, quand il apprend qu'il y a un litige au niveau de la justice, puisque si tu construis sur ce terrain-là, tu construis pour Hassan Mourad. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Aucun partenaire ne viendra construire sur le marché central. Aucun. Parce qu'Hassan, à tout moment, peut se décider de nous faire un procès au niveau de la justice internationale. À tout moment. Il peut nous faire un procès. À tout moment. Il a son jugement entre les mains. Il attend le moment. C'est là que j'ai dit qu'il faut oublier le marché central. Oublier. Et là, je m'adresse au chef de l'État. Oubliez le marché central. Ce litige fait qu'aucun investisseur ne viendra mettre un rond. Vous mettez 100 000, 200 000, 1 million de dollars. Un jour, Hassan Mourad va en justice. Tout s'arrête et vous perdez votre investissement. C'est cela. Donc, il n'y a pas à espérer. Donc, honorablement, vous voulez nous faire voir que les mamans qui sont en train de vendre en route vont rester comme ça pour du bon. Je voulais dire qu'il faut oublier, il faut imaginer une autre solution. Le marché central, dans la situation actuelle, dans l'état actuel, sur le plan légal, est un projet mort. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Non. Moi, je n'ai pas de proposition. Moi, je n'ai pas de proposition.
affaire assainissement. Vous êtes C'est une honorable affaire qui député dépasse. de la ville de Kinshasa. C'est une affaire qui dépasse. C'est une affaire qui dépasse mes compétences, mes petites compétences de député provincial. C'est au niveau du chef de l'État que cette question peut trouver une réponse. Parce que je vous dis qu'il y a un jugement. Il y a un jugement du Conseil d'État inattaquable. Honorable Mike Mukeba, vous êtes député de l'Union sacrée. Mais est-ce que vous comprenez quand je vous dis, mes pouvoirs s'arrêtent à un niveau. Nous sommes derrière vous. Oui, nous les combattants, nous sommes derrière. Non mais écoutez, ici il y a un jugement du Conseil d'État inattaquable. Mais ce n'est pas peut-être le fait couler en la force de la chose, couler en la force de la chose jugée. Donc ce jugement ne peut plus être remis en cause. Il est inattaquable. Donc alors, l'homme d'affaires, quand il arrive, il se renseigne sur le soubassement. Le terrain appartient à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'historique du terrain? L'historique du terrain, il y a un litige entre la ville de Kinshasa et Hassan Mourad sur ce terrain. Et Hassan détient les jugements du Conseil d'État en main et peut le traduire en justice, nous, la ville de Kinshasa, actuellement. Donc personne ne viendra. Personne. Mais monsieur l'honorable... Personne ne viendra. Honorable, vous êtes sûr que le président est informé? Pourquoi je m'adresse à lui? Je me pose la question. Si ces services ne renseignent assez, il y a trop de... On a vu ces conseillers venir au marché central. Oui, ouais, là, ils sont venus, ils ont vu. Mais ils en savent assez, peut-être plus que moi. Nous voyons le marché central clôturé. Oui. Mais je crois que le chef d'État est assez bien informé. Écoutez, il a plus de canons que moi d'information. Moi, j'essaye là de lui parler. J'essaye au jour d'aujourd'hui de l'interpeller. Parce que j'ai remarqué qu'il y a trop de rétention d'informations autour de cette affaire. Trop de rétention d'informations. Trop. Au niveau de la commission a été noyée. En tout cas, la tête de la commission, quelque part, a été noyée. Pour que la vérité n'éclate pas au grand jour. Et voyez-vous, ça a pris beaucoup trop de temps qu'il le fallait. Il y a urgence. Plus de 30 000 personnes ont été jetées dans la rue, privées de leur gagne-pain. De gens à qui nous ne sommes pas en mesure de donner un emploi. Mais nous leur avons retiré leur gagne-pain. Et ils sont là. Ils nous le feront payer. Cash. Pas que, mais les Kinois. Parce qu'en fait, cette affaire touche l'ensemble de la population cubaine. Comme il y a trop de rétention d'informations, je dis, là je parle au chef de l'État. Je le dis, il faut oublier le marché central. En tant que garant de la nation. Oui, il faut l'oublier. Dans la situation actuelle. Aucun investisseur ne peut se risquer là. Hassan, sûr de lui, assis dans son coin. Même si nous pouvons crier que le contrat Safricom, c'est son entreprise, et Hôtel de Ville et Léona, il y a un contrat, ce contrat-là a été signé au détriment des intérêts de la ville. Mais au jour d'aujourd'hui, il est couvert par un jugement du Conseil d'État et que la démolition qui a été opérée est une grave violation de ses droits à lui. Ça peut nous coûter des millions de dollars à payer. 2 millions. N'est-ce pas peut-être ça a été fait parce que M. Hassan ne respectait pas ses attributions peut-être? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'à un moment donné, l'hôtel de ville a constaté que Hassan n'a pas honoré ses engagements. Ça, c'est un constat qui a été fait. Mais comment fallait-il procéder? C'est ça le problème. La ville a mal procédé. Et au jour d'aujourd'hui, Hassan a entre ses mains un jugement qui protège ces magasins. Et la démolition est venue marcher sur le droit d'Hassan. Le droit consolidé par un jugement du Conseil d'État. Donc les considérations que vous évoquez ici, elles ne seront pas prises en compte au niveau de la justice internationale. Elle ne le connaîtra même pas. Vous n'aurez même pas à les présenter. Que le contrat était au détriment de Kinshasa. Non, la justice, elle va se contenter du jugement du Conseil d'État et de la démolition. On constate qu'on a démoli, donc on a marché sur le droit d'Hassan. Et ça peut nous valoir des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars. Honorable, vous avez même Voyez-vous où nous en sommes aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai dit, et je l'ai dit avec pincement au corps, j'ai très mal au corps quand je dis, parce que nous sommes là dans un cul-de-sac, sans issue.
Nous ne savons pas recaser, réinstaller les vendeurs du marché central. Aucun projet ne peut être mis en route pour le marché central sur ces sites-là. Voilà, nous sommes bloqués. Regardez, Jean-Tini Gobila nous a amené ici une maquette. Vous savez qu'en ce qui concerne la construction, ce qui vaut, ce n'est pas une maquette. Tous les bâtiments que vous voyez ici, même les bâtiments de l'État lui-même, est-ce que ces bâtiments ont bénéficié forcément d'une maquette au départ? Ce qui est le plus important dans la construction, c'est le plan. La maquette est un élément de communication, un élément d'image. C'est pour avoir un peu d'attraction, captiver. Ce qui est important, c'est le plan. Le plan n'a jamais été présenté. La maquette a été présentée. Et depuis la présentation de la maquette, zéro. Depuis la présentation de la maquette, donc, j'interpelle, j'appelle les chefs d'État à prendre encore cette affaire lui-même. S'il ne la gère pas à ce niveau, c'est que demain, les revendeurs ne seront pas recasés. Demain, nous aurons un procès sur le bras avec Hassan. Voilà. Merci, honorable. Honorable, qu'en dites-vous sur le dossier Matata Mponyo? Matata Mponyo doit répondre de sa gestion. Il avait d'abord été interpellé. Bon, pas interpellé, des poursuites, une demande, une requête, un réquisitoire pour autorisation de poursuite qui avait été rejeté au niveau du Sénat. C'était sur une affaire, l'affaire Bukanga Lonzo. Cette fois-ci, c'est une autre affaire. C'est l'affaire indemnisation en rapport avec les victimes de la organisation. Qu'ils répondent. Qu'ils répondent. 130 millions, 140 millions de dollars partis en fumée, payés à des individus pas clairement identifiés, inexistence totale des sous-bassements, puisque ceux-là qui ont bénéficié de cette indemnisation devaient apporter des sous-bassements pour démontrer qu'ils ont été effectivement victimes, qu'ils avaient des entreprises ici, qu'ils avaient des biens ici, qui avaient été nationalisés sous Mobutu. Ce n'est pas le cas. Il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à répondre. Est-ce que vous êtes sûr que les sénateurs, s'il vous plaît, honorable, est-ce que les sénateurs vont répondre à la question de la... Ça n'est trop, ça n'est trop. Ça n'est trop, s'agissant de Matata, je crois que les sénateurs eux-mêmes se retrouveront face à leur conscience. Ça n'est trop. 200 millions Bukanga Lonzo, et vous voulez que ça reste sans explication. Cette fois-ci encore 130 millions, 140 millions. Ils sont humains comme vous et moi, ces sénateurs. Je crois que là, ils se sentent interpellés. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'opinion congolaise. Les Congolais les regardent. Vous allez continuer à le protéger jusqu'à quand? C'est quand? Il faut combien d'affaires, combien de scandales pour qu'enfin Matata réponde? Non, ça n'est trop. Et je crois que là, les sénateurs se retrouveront face à leur conscience et que pour une fois de rang, nous les laissons à les répondre. Nous ne pouvons pas porter la responsabilité historique que l'on dise un jour que c'est nous qui avons fait obstacle à ce que la justice fasse son travail. C'est vous qui ont voté ces sénateurs-là. C'est nous qui les avons votés, si pas tous ensemble. Hein. Non, chaque député quand même avait voté pour sénateur. C'est ça, oui? Oui, oui. Et si aujourd'hui, pour la deuxième fois, les immunités de Matata ne seront pas enlevées, c'est-à-dire, vous trouvez aussi normal, comme nous les parlementaires de nous, qu'il n'est-il d'avoir l'institution dans ces pays comme Sénat? C'est ça, oui? Non, il ne faut pas confondre. Ce débat-là se déroule aussi autour des assemblées provinciales. On dit qu'il faut supprimer les assemblées provinciales. Il faut faire la part des choses entre l'institution en soi et ses animateurs. Voilà. Si les animateurs fautent, il ne faut pas aller à la dissolution de l'institution quand même. Parce que il faut espérer, nous les parlementaires debout, on insiste beaucoup plus il faut espérer sur l'amélioration qualitative, progressive dans le choix des électeurs congolais. Que demain, vous votez davantage de gens responsables. Mais il ne faut pas penser tout de suite à la dissolution de l'institution. Ça ne va rien arranger. Nous constatons qu'apparemment le Sénat est composé par un groupe d'individus qui ont fait des magouilles à l'époque
du régime de Joseph Kabila et pour les arrêter, il faut enlever les immunités. Alors, ils se sont allés cacher là-bas. C'est votre point de vue. Il est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais vous ne pouvez pas quand même prendre tous les Sénats et dire qu'il est, composé. Un groupe d'individus. S'il se trouve qu'il y a ces sont organisés pour ne pas enlever les immunités des autres. S'il se trouve que c'est cela la réalité, alors donc il faudra bien dénoncer ces groupes d'individus là. Et nous voyons avec les cas de Matata comme quelqu'un qui est... Il ne faut pas désespérer. Quelqu'un qui est venu en disant je vais pour affronter la justice, arriver ici, et puis... Non, il ne faut pas désespérer. Par moment, ça il faut pas désespérer. Vous êtes parlementaire debout. Oui. Vous êtes un lobby. Vous êtes un groupe de pression. Utilisez les moyens démocratiques à votre portée pour changer les choses. Créer un rapport de force. C'est cela. Moi, je ne vous appelle pas à aller vous dresser là-dedans, non. Mais créer en tant que lobby. En ce qui concerne les votes sur des individus, c'est toujours à bulletin secret. Oui. C'est cela la réalité. Il faut faire avec. Mais pour voter les lois là, vous... Oui, quand il s'agit des textes. Vous voyez que ce n'est pas bien et ce n'est pas vraiment sérieux. Non, mais il s'agit, c'est le règlement intérieur. Il faut commencer par le modifier. Bon, nous allons faire de sorte que l'une de ces règlements-là vraiment soit enlevés. Vraiment, que la justice fasse son travail. Moi, ce que je vous dis, vous êtes Aujourd'hui, l'état de droit que nous, les parlementaires debout, on était en train de chanter l'état de droit. Et les sénateurs, le fait qu'ils n'aident pas la justice de faire leur travail, et l'État ils bloquent la voyez comment en route, comment... Vous devez savoir que dans un processus comme celui-ci, il y aura toujours des forces qui vont tenter de jouer au maintien du statu quo. Il y en aura toujours. Alors c'est à vous de savoir créer un nouveau rapport de force. Il y en aura toujours. Vous savez, ces systèmes a pris le Congo en otage pendant quasiment 2 décennies. Que des gens ont développé de trop gros intérêts et ils n'acceptent pas de les perdre. Et ceux-là vont jouer au maintien du statu quo. À vous de savoir jouer démocratiquement pour qu'il y ait un rapport de force. Il y a bien des choses que vous nous avez aidé à obtenir. Il y a bien des choses que vous avez aidé les chefs d'État à obtenir. Allez-y sur cette voie démocratique, pacifiquement, pour que nous avancions ensemble. Nous allons les aider juste le jour du vote. Nous serons à l'extérieur et à l'intérieur. Ça, c'est votre choix. Voilà. Merci, honorable. Honorable, allons un peu à la CENI. Qu'en dites-vous sur le choix du président de la CENI? On a vu le cas de Ronsard Malonda et le cas maintenant là de M. Denis Kadima Kazadi. En ce qui concerne la CENI, vous dites que le cas de Denis... Ronsard Malonda et Denis Kadima Kazadi. Kazadi, qu'est-ce qu'il a fait, Kadima? Il est aussi candidat, mais on cherche à le écarter vu qu'il est de même tribu que le chef de l'État. Bon, sur cette affaire, j'aimerais d'abord commencer par la duplicité, le manque de sincérité. Ça va peut-être vous surprendre puisque vous n'avez pas évoqué cet aspect dans votre question. Le manque de sincérité de Martin Fayulu. Sincérité de Martin Fayulu. Mais vous êtes tous de l'Amouka honorable. Donc, c'est mon point de vue. Alors, Martin Fayulu dit qu'il n'accepte pas le format actuel de la composition de la CENI. Non, tel que le bureau de la CENI est composé, il n'accepte pas. Mais il ne dit pas quelle est sa formule. Il ne présente pas sa formule. Il ne présente pas. Quelle est sa formule? Il dit qu'il faut dépolitiser. Oui, d'accord. Nous sommes tous d'accord. Et je vais expliquer cette dépolitisation. Comment moi je la comprends. Dépolitiser. Mais dépolitiser comment? Quelle est sa formule à lui? Il ne la présente pas. Donc en réalité, ce qu'il veut, c'est que mettez-moi aussi un délégué là-dedans. C'est tout ce qu'il veut. Qu'il présente sa formule, il ne la présente pas. Vous parlez de dépolitisation, mais la dépolitisation peut être perçue de plusieurs manières. Si vous dites dépolitisation en termes de présence exclusive de la société civile, donc qu'on confie la CENI exclusivement à la société civile, vous croyez que nous nous mettrons d'accord sur les animateurs?
Le moment venu, on dira que Pascalus et les sociétés civiles, Parlement debout, donc, pas question de Pascalus. Telle est de la société civile proche de Kabila, nous connaîtrons la même querelle autour. Nous connaissons la classe politique congolaise. Vous parlez de dépolitisation. Depuis que nous connaissons la CENI, elle est toujours dirigée par un membre de la société civile, non? Oui, c'est ça. Ngoï Mulunda, Corneille Nanga, et pas n'importe quelle société civile, confession religieuse. Comment ça s'appelle? C'est lui qui est mort. Malou. Mais est-ce que le toit nous prie individuellement? Qui d'entre eux nous a mis d'accord? Ils ont été récupérés par Kabila. On veut sanctifier la société civile. Mais c'est elle qui a toujours dirigé. Est-ce que ça nous a pourtant rassurés? Non. Donc il ne suffit pas de décréter société civile pour qu'on s'assure de l'indépendance. C'est toi en 2011. Non, pour qu'on s'assure de l'indépendance. Ah, non. Là, nous avons une expérience, la tête. C'est toujours... Et d'ailleurs, ils ont des problèmes entre eux. Pour s'accorder autour de qui? Et c'est même pas toujours facilement d'accord, ces confessions religieuses. Oui. Vous avez vu le cas Ronsard. Ronsard est désigné, mais après, l'Église catholique dénonce, rejette. Donc c'est comme si, quand on parle de société civile, il s'agit des anges. Ah non. Donc la dépolitisation, nous la percevons dans le format actuel d'une surveillance mutuelle. Donc il y a toutes les forces politiques là-dedans, et nous surveillons mutuellement. Le compte à l'époque de Kabila, c'est que la majorité CENI était constituée des forces kabilistes, et les forces kabilistes étaient toutes d'accord entre elles pour tricher pour le chef et pour tricher entre elles. Nous n'accepterons que personne ne triche. Voyez-vous l'UDPS accepter qu'ensemble triche? Non. Ou vice-versa? Nous allons nous surveiller mutuellement. C'est ça la dépolitisation. Bon, et puis il y a maintenant cette considération que vous mettez en avant. Denis Kazadi, ou encore Paul Sapo. Ah, le problème, c'est qu'il est de la même province que le chef de l'État. Je suis kassaïen, je suis très mal placé pour parler de cette question. Je ne pense pas, qu'en ce qui concerne la compétence, qu'on ait à voir les origines des peuples. Ça, c'est toujours ça, mon ami. Mais si certains pensent ainsi, je les laisse penser ainsi. Je ne partage pas. Je ne partage pas. Je crois que si c'est la compétence qui joue l'intégrité morale et que quelqu'un présente ces profils-là, vous les désignez. Et je remarque que nous sommes dans une société où cette donne-là joue beaucoup. Moi, c'est une donne que je n'ai jamais prise en compte. Moi, par exemple, je fais la politique. Je suis député provincial de Kinshasa. Quand vous me dites kassaïen, quand vous dites que parce qu'il est kassaïen ceci, comme il est kassaïen patati patata, je m'interroge si moi je suis délégué du Kasaï. Moi, je ne suis pas délégué du Kasaï. Moi, je suis délégué des électeurs de Kinshasa. Précisément lui. L'Ingala. Aucun jour, les Kassaïens se sont réunis quelque part pour dire Moukébaï, tu nous représentes là-bas. Ah non. Nous devons aller de cette façon-là. Merci, honorable. Chitons un peu, honorable, avec l'affaire des jeeps pour les députés. L'affaire des jeeps pour les députés, j'ai toujours dit, donné mon avis, que j'étais désolé de la sortie médiatique de Mbosso, qu'il avait jeté l'opprobre, à mon point de vue, sur l'Union sacrée, et qu'il fallait qu'il répare. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Si vous voulez mon avis, bon, trop de controverses autour de cette affaire, qui ne nous a pas aidés. Elle n'a pas consolidé l'image de l'Union sacrée. Hein. Elle est venue écorcher durablement notre image aux députés nationaux de savoir comment corriger ça. Je ne suis pas concerné, je ne suis pas impliqué. Je regarde ça de très loin, je ne partage pas, c'est tout. Je ne partage pas. Honorable, une dernière question, en voulant en finir. Honorable, votre avis sur l'état de siège? L'état de siège est en train de porter des résultats palpables. Remarquez qu'au jour d'aujourd'hui, les faits nous ont confortés dans ce que nous avons toujours dénoncé, que si cette guerre s'éternise, c'est parce qu'il y a des complicités, c'est parce que notre armée, nos services de renseignement sont infiltrés. Et c'était profitable au régime Kabila, puisque le régime, en tout cas ses principaux dignitaires, profitaient de cette guerre. La plupart des généraux étaient impliqués dans le trafic
dans l'exploitation de minéraux, coltan, ainsi de suite. Donc ils avaient intérêt à ce que la guerre s'éternise. Ils sont impliqués dans le trafic des armes. Je crois que vous êtes au courant de cette affaire de la Commission nationale chargée du contrôle des armes, qui a été longtemps étouffée, qui n'a jamais été opérante sous Kabila, de sorte que les généraux avaient quartier libre pour vendre les armes de FRDC aux forces rebelles. Il y a eu un cas ici où des armes ont été confisquées sur des rebelles à Kalemi et sous des armes, heureusement que c'était des armes marquées par la commission de contrôle des armes et qu'on s'est rendu compte que c'était des armes FRDC qu'on a retrouvées par dizaines chez les rebelles. Les principaux responsables sont aujourd'hui en Dolo, les hommes militaires, et ils répondent. Donc, nous avançons. Nous avançons, mais il y a une nouvelle donne qui se présente sur le terrain qui est beaucoup plus compliquée à gérer. Depuis tout ce temps, les rebelles, les forces ADF ont procédé par des incursions. Ils surgissent, ils frappent, ils tuent, ils disparaissent. Maintenant qu'ils n'ont plus de fief, parce que là, les FARDC ont vraiment nettoyé de quoi, les forces ADF n'ont plus de fief. Et comme elles n'ont plus de fief, maintenant ils opèrent par des kamikazes. Ça devient, c'est une avancée pour nous, une victoire, du fait que nous les avons privés d'un fief, mais en même temps ça devient plus insidieux, plus difficile à combattre parce qu'ils procèdent maintenant par des opérations kamikazes. Les kamikazes qui viennent se faire exploser. Remarquez même que les armées européennes, qui sont suréquipées, surentraînées, avec des services de renseignement puissants, ont du mal à faire face au terrorisme dans sa forme actuelle. Donc, cette nouvelle menace, qui d'ailleurs s'est confirmée par le fait que le chef des ADF, Paul Moussa Paloukou, a fait allégeance, pour une fois, officiellement à Al-Qaïda, depuis le mois d'avril. Et certains éléments ADF capturés ont laissé ressentir chez eux de l'endoctrinement, l'endoctrinement islamiste. Donc mourir pour Allah, tuer l'infidèle, les kafirs, on leur a mis ça en tête. Donc il y a vraiment tous les éléments qui montrent qu'au jour d'aujourd'hui, nous basculons dans le terrorisme islamiste. Alors c'est là que j'ai toujours demandé depuis quelques jours au chef de l'État d'interpeller la communauté internationale, qu'elle vienne nous aider. La menace à laquelle nous faisons face au jour d'aujourd'hui est une menace à la stabilité, à la paix internationale. Il ne s'agit plus de question de la République démocratique du Congo à elle seule. Et ce qui est à craindre plus, c'est que ces forces se développent sous cette forme-là et qu'elles tissent des liens avec d'autres forces terroristes qui sont déjà opérantes dans ce coin-là. Vous savez que les forces islamistes sont déjà opérantes. En Somalie, elles sont installées, les Shebab. Vous savez qu'en Tanzanie, elles ont déjà frappé, au Kenya, durement, dans un certain nombre de pays de l'Est africain. Il faut empêcher que des liens ne se tissent avec ces autres forces-là. Il faut activement un engagement de la communauté internationale au jour d'aujourd'hui et de nos voisins. C'est là que j'ai dit, mais tous ceux qui sont hostiles, qui disent que ne normalisons pas avec le Rwanda. Là, nous avons besoin du Rwanda. Face à une menace comme celle-là, sur le plan de renseignement militaire. Vous savez que parmi les sources d'information et de renseignement, les services de renseignement, il y a les échanges d'informations entre les différents services. Ceux qui sont avertis savent que des services aussi organisés que les services de renseignement rwandais travaillent en lien avec la CIA, travaillent en relation avec les Mossad israéliens, qui peuvent nous aider, tout autant que les Ougandais. C'est là que nous avons besoin de cette normalisation dans laquelle le chef de l'État s'est engagé à engager la République démocratique du Congo. Restons froids, réfléchissons. Il y a comme une sorte d'hystérie collective. Quand je dis collective, j'exagère, c'est un groupe, comme un groupe important, qui est là dans une sorte de paranoïa. Non, pas le Rwanda, non, pas le Rwanda, non. On ne gère pas les États, les rapports entre États de cette façon. Gardons la tête froide.
essayons d'aller vers l'autre. Quand vous n'êtes pas d'accord, faites la proposition. Mais je ne vois pas venir de contre-proposition à l'entreprise du chef de l'État. Je ne vois pas de contre-proposition. Je ne vois même pas de critiques, que des attaques. Je vais vous donner un exemple ici. Ceux qui sont le plus hostiles à un rapprochement, vous allez compter parmi eux une certaine opinion ou une opinion tout court à Goma, à Bukavu. Prenez les hommes d'affaires à Goma, à Bukavu. Allez-y fouiller. Vous verrez que pour la plupart, ils logent leur argent. Où c'est? À Kigali, à Kampala, dans des banques, là-bas. Allez-y voir à l'université de Boutaré. Sur 100 étudiants, il y a 20 étudiants congolais qui ont traversé la frontière pour venir étudier. Les parents les ont envoyés là-bas, ceux qui sont un peu nantis. Mais ce sont les mêmes qui vous disent, nous ne devons pas collaborer avec le Rwanda. Pendant que vous logez votre argent là-bas, pendant que vous envoyez vos enfants étudier là-bas, en fait, vous-même, vous avez normalisé avec le Rwanda, mais vous ne voulez pas que l'État dans l'ensemble normalise. C'est pas normal. Gardons la tête froide, continuons à travailler. Sur cette affaire de Béni, nous sommes sur la bonne voie. Nous aurons des résultats. Il fallait bien passer par l'état de siège, même si certains nous ont accusé qu'il s'agissait d'une atteinte grave aux libertés publiques, aux libertés individuelles. Mais c'est une atteinte qui a été par la voie de la Constitution. Ça n'a pas été décrété par les chefs de l'État. Donc nous avons respecté les lois de la République et nous le faisons pour l'intérêt général, pour le bien commun, à nous tous, à nos enfants de Béni. Les gens ont crié ici que les chefs d'État n'avaient pas le courage d'y aller quand on avait placé des enfants en première ligne pour exiger que les chefs d'État y aillent. Ils viennent de faire le déplacement. Ceux qui avaient critiqué à l'époque, au jour d'aujourd'hui, ont tous bouche cousue, ils disent rien. Applaudissez quand même qu'il a fait le déplacement, qu'il a séjourné là-bas. C'est ça. Reconnaissez ce courage-là. Là, vous demandez à l'Église catholique de marcher et soutenir l'état de Vous siège, dites oui. Vous dites Là, vous demandez à l'Église catholique de soutenir l'état de siège. Ben tant mieux, hein. Tant mieux, hein. Parce qu'ils n'ont jamais fait. Mais c'est eux qui criaient en première position que là, il y a l'insécurité et autres. Ben voilà, c'est ça. Merci, honorable. Honorable, une toute dernière question. Il nous reste encore 5 minutes. Honorable, 30 juin 1960, 30 juin 2021, 61 ans. Votre point de vue concernant l'évolution de la République démocratique du Congo? Gâchis. 61 ans, perdu. Expliquez-vous, honorable. Perdu. Nous n'avons pas construit le Congo. Plutôt, nous avons tout détruit. Hier, j'étais dans la commune de Kalamou. J'ai regardé, je me promenais. Quand vous regardez la commune de Kalamou, vous voyez Matongé Yolo. Vous voyez que le Belge avait laissé une infrastructure là-bas. Il y avait des routes asphaltées. Tout a été détruit. Nous n'avons fait que détruire les peu d'infrastructures héritées de la colonisation. Tout détruit, nous n'avons pas construit. Nous n'avons pas construit. Moi, je suis natif de Lingala. Je peux vous dire, j'ai 55 ans. En 55 ans d'existence, l'État n'a presque rien construit à Lingala. Rien. C'est quelques lambeaux de route que l'État a construit. Ici, les 300 ou 400 mètres qui vont de Nyangwe jusqu'au palais du peuple. C'est ce que j'ai vu l'État construire. Cette route ici, 300 ou 400 mètres. Mouchi, de Nyangwe, qui est à Lingala ici. Quand nous étions enfants, nous entrions dans ces ennemis. Nous marchions là-dedans pour aller sortir 4 avenues plus loin. Aujourd'hui, il est impossible d'y mettre même le doigt. C'est bouché complètement. Mais la RTNC a été construite récemment. La RTNC, C'est une des ouais, institutions de ça l'État. c'est une œuvre, je peux considérer nationale. Je parle des œuvres locales. Le palais du peuple, oui. Vous pouvez me dire ça. Je parle des œuvres locales qui touchent à la vie des gens ici. Ici, de nous. Des gens de Lingala. Je n'en vois pas eu. Oui, des ouvrages locaux, des infrastructures locales. Je n'en vois pas eu. Je n'en vois pas. Gâchis, 60 ans de gâchis. Nous avons détruit l'école, l'enseignement a baissé de qualité. Tout le sens du combat du chef de l'État aujourd'hui. Revaloriser le Congo. Tout le sens de cet engagement dans l'Union sacrée. 60 ans de gâchis. Nous n'avons fait que détruire. Nous n'avons fait que détruire. Que détruire, que détruire. La population s'est accrue dans l'entretemps. Les besoins sociaux ont augmenté.
en importance, énormément, mais le reste n'a pas suivi. De sorte que même lorsque le régime Kabila se flatte d'avoir opéré une augmentation en ce qui concerne le budget national, mais cette augmentation n'a pas été proportionnelle à la densité démographique qui est passée à des proportions beaucoup plus importantes. C'est un peu tout ça, gâchis, mais il est temps aujourd'hui de recréer l'espoir. Et cet espoir s'appelle aujourd'hui l'Union sacrée, pour que nous apportions aux Congolais un nouveau Congo. C'est ça le Congo. Merci honorable, merci nos très chers téléspectateurs de nous avoir restés branchés à notre chaîne et à notre magazine. Aujourd'hui, nous étions chez l'honorable Michael Mukebai. Merci honorable de nous avoir reçu de merci, bonsoir honorable. Nous vous demandons de rester toujours branchés à notre chaîne, de continuer toujours à vous abonner. On se voit pour un autre numéro Coup de chapeau.